Tu as déjà sûrement entendu parler du général de Gaulle. Tu sais qu'il a été un des acteurs majeurs de la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est aussi lui qui a pensé et créé les institutions de la Ve République. En particulier, c'est lui qui a imaginé le rôle et les pouvoirs qu'allait occuper le président de la République. Lors de la conférence de presse du 31 janvier 1964, le général de Gaulle déclara « L'autorité de l'État est confiée tout entière au président par le peuple qui l'a élu ». Cette phrase, en plus d'incarner une certaine conception du pouvoir, témoigne de la place centrale qu'occupe le président dans la vie politique française. L'idée que le général de Gaulle se fait du pouvoir présidentiel est bien antérieure à son accession à la fonction suprême. Pour preuve, dès le 16 juin 1946, dans un discours à Bayeux, il affirma que c'était du chef de l'État, placé au-dessus des partis, que devait procéder le pouvoir exécutif. C'est donc du chef de l'État, élu par un collège électoral qui englobe le Parlement, mais qui le dépasse largement de manière à en faire le président de l'Union française, en même temps que celui de la République. C'est du chef de l'État que doit procéder le pouvoir exécutif. Cette vision, qui nous semble assez naturelle dans le cadre des institutions de la Ve République, tranche avec la position qu'occupaient les présidents de la Troisième et de la Quatrième République, dont les pouvoirs étaient essentiellement honorifiques. En effet, l'arrêté du pouvoir appartenait aux parlementaires, et le pouvoir exécutif leur était soumis. Le général de Gaulle était foncièrement hostile à ces régimes d'assemblée, qu'il jugeait nuisibles à l'action publique et facteurs de division. Investi président du Conseil par les députés 1er juin 1958, le général de Gaulle soumet au référendum la constitution de la Ve République le 28 septembre. Le oui l'emporte à plus de 80%. Dès lors, le président devient la clé de voûte des institutions. Un certain nombre de dispositions viennent renforcer les pouvoirs présidentiels. L'utilisation du référendum à de nombreuses reprises, la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale quasiment sans contrainte, ou encore des pouvoirs exceptionnels en cas de crise majeure. Comme nous le voyons, le rapport de force entre le pouvoir législatif et exécutif s'inverse. Toutefois, c'est au Premier ministre que le texte constitutionnel confie la tâche de diriger l'action du gouvernement et par conséquent de déterminer et de conduire la politique de la nation. Mais de Gaulle, par la légitimité qui était la sienne, qui tenait de l'histoire, il gouverna dès son arrivée au pouvoir en tant que véritable monarque républicain. Et afin de renouveler le lien entre le peuple et lui, il utilisera l'outil du référendum, et ce, à 4 reprises au total. Il en fera un usage assez controversé en 1962 pour faire passer sa réforme du mode d'élection du président de la République, qui sera d'ailleurs approuvé massivement par les Français. En 1958, le président de la République était élu par un collège électoral qui comprenait 80 000 membres et essentiellement des conseillers municipaux. En 1962, le président de la République devient élu au suffrage universel direct par tous les Français. Ainsi, De Gaulle considérait cette réforme essentielle pour 2 points. D'une part, il voulait donner une véritable légitimité populaire à ses successeurs, et de l'autre, il voulait éviter de revenir au travers du parlementarisme absolu. Enfin, c'est à la suite d'un référendum où le non l'emporte, en 1969, qu'il quitte le pouvoir, fidèle à sa conception du pouvoir, trop conscient que son autorité impliquait sa responsabilité directe devant les Français. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la place centrale du président dans la Ve République, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Fondation Charles de Gaulle au sein de l'espace pédagogique où vous pourrez trouver des contenus supplémentaires qui sont tirés du manuel Enseigner de Gaulle.